Pour se rafraîchir. Alors vous écoutez bien sûr Radio Coteau, c'est l'émission Vue des Coteaux avec notre invitée Maya Alonso, auteure du roman Juste un reflet sur la vitre. Alors Maya Alonso, j'ai relevé plein de passages cocasses au fil des pages de votre livre, notamment cette nuit d'amour impromptue entre les deux cocus, Giovanna, la femme de Lorenzo, et Pascal, l'époux de Marie. Les cocus se venjolient de leurs conjoints respectifs. Alors là Maya, vous y allez quand même un peu fort. Oui. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête, Maya? Ça m'a semblé un petit peu logique, finalement. Chacun a cherché l'autre, le conjoint qui est mort dans l'autre. Et finalement, oui, le monsieur, il aimerait bien remettre ça, mais la madame, elle a dit non. C'était une fois, ça suffit. J'ai relevé aussi cette phrase. Elle pensa à Pascal, qui tout à l'heure allait prendre son oui sans lui donner son non. Marie avait décidé de conserver son nom de jeune fille, et au mariage, elle n'a pas prononcé le oui. Le oui du consentement en se limitant à un hochement de tête. Du jamais vu devant monsieur le maire, ça. Oui, mais ça, alors là, je vais vous faire une confidence. C'était comme ça que mon mariage s'est passé. Ah, voilà. Qui n'a pas duré longtemps. C'était un signe. Ah oui, voilà, c'est-à-dire, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tout d'un coup, je me suis dit, mais je suis folle. C'est une expérience qui vous a servi dans l'écriture de votre livre, de votre histoire. Je me suis mariée à ce moment-là, c'est parce que ça allait me servir un jour. Alors, à plusieurs reprises, vos personnages, Maya, jettent des cailloux dans l'eau, comme le font les touristes à la fontaine de Trévis. C'est une métaphore qui symbolise quoi dans votre imaginaire? Plusieurs fois, vous parlez de cailloux jetés ou à la mer ou dans des fleuves. Ah oui. Dans l'eau. J'avais pas réfléchi à ça, mais d'abord les cailloux, j'aime les cailloux. Je ramasse toujours des cailloux partout. J'ai mon petit-fils la matière qui fait la tellurique. même chose, qui ramasse les cailloux, mais ça remonte à beaucoup plus loin. Les cailloux, c'est une histoire avec ma grande sœur, Micheline, qui, quand j'étais petite, et qui était un peu... Elle était coquine. Elle se fichait de moi parce que j'étais tellement crédule, tout ce qu'elle disait, je le croyais. Alors, elle me dit, tu vois, si tu prends ce petit caillou, elle me donne un caillou, et si tu lui donnes beaucoup d'amour, il va devenir un prince charmant. J'ai aimé ce caillou, je l'ai caressé, je l'ai aimé, il n'est jamais devenu un prince charmant. Mais je pense que c'est ce qui m'a donné le goût des cailloux. Et je ne peux pas y résister. Je suis où je vais, je trouve un petit caillou, je les ramasse. Et puis ma sœur fait la même chose finalement. On aime les cailloux dans la famille, je ne sais pas pourquoi. Alors il y a l'eau et aussi le feu dans la symbolique. Vous faites dire à Émilie, tu as toujours aimé faire du feu parce que ça te rappelait ta mère. C'est elle qui t'avait appris à l'allumer. Tu me disais plus tard, toi aussi tu penseras à moi quand tu feras du feu. Le feu, c'est une transmission d'énergie, une continuité, une force mystérieuse, quasi mystique. On peut dire ça, oui. Je pense que le feu, c'est quand même... ce qui fait, l'homme, quand il a réussi à allumer du feu, une civilisation nouvelle est arrivée, et transmettre, c'est vrai que je me suis rendu compte que je l'avais aussi dit dans un précédent ouvrage, dans le Papillon ensablé, la mère a transmis au fils, là c'est la mère à la fille, et donc il y a en fait je pense que c'est un lignage qui nous relie aux ancêtres. Les ancêtres, c'est mon amie Germaine Aconi, la chorégraphe sénégalaise, qui m'a ouverte à ce culte, le culte des ancêtres. Et c'est vrai que j'ai pris conscience que pour être celle que je suis aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui sont dans cette lignée et dont on ne sait plus rien. Et donc il faut leur rendre hommage, donc les ancêtres. Et par le feu, on remonte aux premiers ancêtres. Alors Maya, vous décrivez à merveille les préparatifs du mariage à la campagne, la décoration du hangar, les nappes, les fleurs, les astères, les fuchsias et même les rudbeckias. Oui. C'est quoi le rudbeckia? Oh là là, je sais. C'est joli le rudbeckia? Oui, c'est des jolies fleurs. Alors vous décrivez jusqu'à la pièce montée confectionnée par Théo, le boulanger de Lombès. Oui. Et dans l'équipe, il y a aussi 3 artisanes de Samatan, Coco la coiffeuse, Lou la fleuriste, Jackie la couturière et sous les traits du maire Robert d'Aurignac, on croit reconnaître René d'Aubriac. Oui, je ne pouvais pas mettre René d'Aubriac, mais parce qu'il fallait quand même rester dans le réalisme de l'histoire, puisqu'on est à Samatan en 2007. Là, non, on n'est plus en 2007, on est en 2017. Oui. C'est 2017 et c'était encore René d'Aubriac. Et non, c'était plus René d'Aubriac en 2017.
Non, c'est pas en 2017, c'est en 2017. René Dobrec jusqu'en 2014. Non, c'est pas en 2007. En 2007, c'est 10 ans plus tard. Oui, c'est ça. Déjà, les enfants sont nés et tout. Je perds déjà. Bon, mais enfin, il y a du René Daubriac aussi, voilà sous Robert Dorignac. Il y a aussi mon vétérinaire, là, Didier Villatte, qui s'appelle Xavier. Il y a Julie Dupont qui s'appelle Emma. Bon, c'est vrai que c'était... je me suis amusée à faire des clins d'œil comme ça, des personnes qui se reconnaissent. Voilà, c'était voilà, un petit trait d'humour et de sympathie. Alors l'action se déroule au château du Prado. Il existe vraiment le château du Prado du côté de Saint-Loup-Hamad, non? Non, il n'est pas. Non. Le château du Prado, c'est en fait le château du Pradel, qui se trouve à la limite. C'est ce qui fait que l'histoire se passe à Saint-Matan. Il se trouve sur Saint-Matan, mais à la limite de Lombez. Il aurait été de l'autre côté, l'histoire se serait déroulée à Lombez. Et en fait, ce château existe donc. Il est la propriété de l'actuel président de l'Office de tourisme, Éric Gégou. Et je suis... Alors, en mars l'année dernière, 2019, pendant l'écriture du roman, il y avait la semaine verte de Saint-Matan, et donc je couvrais, et j'avais rendez-vous avec Didier Villatte qui menait une randonnée avec une halte sous ce fameux chêne à palabre, qui va devenir le chêne à palabre, qui est un chêne magnifique devant le château. Et je devais faire une photo là, et faire un petit reportage là, et c'est là que je tombe en arrêt devant ce vieux château où on dit que François de Belforest est né.